Nouvel extrait. Aujourd'hui, on ne décide plus vraiment. C'est l'Europe qui décide. Oui, Donc il enfin, faut sortir. Alors voilà, c'est ça, c'est complexe, mais je veux dire, qu'est-ce que Non, tu non, en mais penses? j'entends ce que tu dis. Le problème, si tu veux, c'est que les Français doivent comprendre que ça fait 40 ans qu'ils élisent des pro-européistes. Voilà, on n'a pas eu un chef d'État qui soit souverainiste. Tu peux très bien vouloir évoluer dans l'Union européenne, mais pour autant garder une part de ta souveraineté suffisante pour dire de contrer l'Union européenne. Donc en fait, on n'a eu que des accélérateurs à l'Union européenne. Moi, je reste convaincu qu'on peut très bien on est la France. C'est ça qu'il faut comprendre. À condition d'avoir des très très bons négociateurs. Mais Et pour l'instant, on les a pas. le meilleur négociateur qui soit dans une démocratie comme la France, deuxième puissance économique de l'Union européenne, c'est ça qui lui donne son poids et le fait qu'elle puisse s'imposer, c'est le référendum. C'est-à-dire que si demain quelqu'un est élu qui ne veut pas forcément un Frexit, mais qui soumet en fait certaines décisions souveraines plutôt que européistes au peuple français, eh bien il est le chef de l'État, lorsqu'il a le résultat, il les met sous le nez de l'Union européenne. Et si l'Union européenne n'est pas d'accord, eh bien, on les envoie promener et on refait un référendum pour le Frexit. Et là, je peux te dire que les européistes, ils vont se calmer parce que si la France quitte la zone euro, c'est fini. D'accord. Voilà. Est-ce que donc, en fait, il faut une résistance nationale, mais il n'y en a pas. Je suis d'accord, mais maintenant, est-ce que l'Europe va vouloir, donc sur le plan de Cuba, hein, donc s'opposer justement à ce projet de référendum, essayer de faire en sorte soit que ça se passe pas, soit Ils ne peuvent pas le faire. qu'ils ne valident pas et Ah, mais ils n'ont pas à valider. baba. Mais ça reste national. Ça, ils n'ont pas à valider ou pas. C'est pas une élection nationale. Ils peuvent très bien. Enfin, le chef de l'État. Le problème, c'est ça. C'est tous les chefs de l'État qui se succèdent depuis 40 ans sont pro-européistes. Donc en fait, ils ont laissé partir tous les leviers de la souveraineté nationale petit à petit à l'Union européenne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive effectivement à des discours comme tu l'as dit, hein, c'est-à-dire qu'on ne décide plus, c'est eux qui décident, etc. Sauf que si demain, pour l'instant, en tout cas, la France a encore suffisamment de souveraineté pour s'imposer, il faut simplement qu'on ait un chef d'État qui s'impose. Voilà. Je ne dis pas, moi je ne suis pas forcément contre le Frexit, hein, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que les candidats Frexiteurs sont inexistants. Il y en a deux et ils font rien dans les urnes. Donc, Philippot, voilà. il parle bien, mais il fait rien. Philippot, il parle bien, mais il représente rien dans les urnes. J'ai rien contre lui, hein, mais donc moi, je peux pas miser sur un candidat dont je sais pertinemment, sans aucun doute et à 100% qu'il ne sera pas au deuxième tour. L'instant est trop crucial. Et pareil pour Asselineau. Asselineau, qui d'ailleurs, je le rappelle, n'a pas pu se présenter en 2022 parce qu'il n'avait même pas les 500 parrainages. Donc bon, on va pas investir dans l'état de la situation actuelle, on va pas investir sur des candidats dont on sait qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Donc moi je pense qu'il faut choisir un chef d'État qui soit RN, Reconquête, ou en tout cas de droite, et d'une droite plutôt assumée, même si économiquement il y a on peut discuter, mais qui pourra, comment dirais-je, freiner l'Union européenne et lui dire qu'il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Vous savez, moi à chaque fois on me dit maintenant c'est plus possible, c'est l'Union européenne qui décide. Mais ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire. Oui. Non, Voilà. mais, Il faut une volonté. Si on bien sûr. était le dernier pays économique de la zone euro, je vous dirais oui, on pèse rien. Franchement, on pèse rien. Je veux pas critiquer la Lituanie, je ne sais pas exactement quel est son PIB, mais on n'est pas la Lituanie, quoi. On est la France, on est la deuxième puissance économique et géopolitique de ce continent. Et on est le seul pays de l'Union européenne à avoir l'arme nucléaire. Enfin, je veux dire, on a quand même plein d'atouts encore. Le seul problème, c'est qu'on n'a aucun chef d'État qui a fait valoir cette force souveraine de la France. Et ça, je pense qu'il y a encore une carte à jouer. Et peut-être que Marine Le Pen cache son jeu là-dessus, hein, qui sait. Nouvel extrait. Pour rebondir sur le sujet du Frexit, Oui. je voudrais qu'on regarde un peu ça de façon pragmatique. Et quels sont les pays, quelle est la conséquence pour certains pays en Europe d'avoir ou non quitté l'Union européenne? On peut voir par exemple que récemment en Slovaquie, le Parlement a voté la suprématie des lois slovaques sur les recommandations européennes. Donc c'est tout à fait possible d'avoir de la souveraineté de l'Union européenne. On voit aussi que la Hongrie et la Pologne font fi des recommandations européennes en matière par exemple d'immigration, qu'elles maîtrisent leurs frontières comme elles le désirent. C'est vrai, elles payent des amendes, mais combien vaut la vie d'un Français? Moi, je pense que c'est pas si cher payé que ça. Et on voit, au contrario, que l'Angleterre qui a quitté l'Union européenne, elle souffre d'une inflation délirante. Elle est soumise à des influences extra-européennes. Elle s'islamise à vitesse grand V. Moi, j'ai pas l'impression que quitter l'Europe, ce soit beaucoup mieux que d'y rester. On voit aussi que l'Allemagne, par exemple, elle profite de sa position dans l'Union européenne et du marché commun pour signer des traités qui leur permettent d'exporter leur BMW en Amérique du Sud en échange de l'importation de poulets qui viennent concurrencer l'agriculteur français.
Et je vois pas pourquoi la France, elle profiterait pas de sa position dominante dans l'Europe, économiquement et militairement, pour faire la même chose que l'Allemagne et d'utiliser l'Europe comme un outil plutôt que de la subir. Et je pense que ce n'est qu'une volonté politique de nos dirigeants, en réalité. Tout à fait. Donc tu rejoins ce que j'expliquais à l'instant sur le fait que il faut peut-être choisir un chef de l'État qui sera pas forcément contre l'Union européenne, mais qui au contraire défendra la France au sein de l'Union européenne, ce que les autres n'ont pas fait précédemment. Absolument. Nouvel extrait. Quand on voit il y a 30 ans et quand on voit aujourd'hui juste l'Assemblée nationale, ça fait peur. Quand ces gens-là nous donnent des leçons de morale, ils gagnent 7 000 € par mois, Delogu, Boyard, mais il faut dégager tout ça. Mais je suis d'accord, mais le problème, si tu veux, c'est que le délitement global de la société française, de l'économie, de la sécurité, etc., c'est aussi le délitement intellectuel. C'est-à-dire que quand on choisit, excusez-moi, mais quand on vote pour Sébastien Delogu, Louis Boyard ou je ne sais qui d'autre dans la France insoumise, que vous voyez le niveau qui est à ras des pâquerettes, c'est que l'électorat n'est pas très très intelligent. Je suis désolé. Mais Fred, faut être factuel, quoi. Fred, comment tu peux... tu sais, la ville de Beltrame, par exemple. Oui. Comment ils ont pu voter Arnaud? En fait, si tu veux, tu as beaucoup, parce qu'il y a eu un mouvement, en fait, un mouvement de presque de mode, marketing pendant la législative. C'est que beaucoup de gens ont voté pour Arnaud, Boyard et compagnie en fait, ils votaient pour Mélenchon derrière. Voilà, ils n'ont pas regardé qui était le député. T'en as beaucoup aussi aux législatives qui votent pour tel député sans savoir qui c'est, comment il parle, comment il écrit, comment il s'exprime, quelles sont ses positions. En fait, ils votent pour le parti. Et c'est vrai que Mélenchon a cette aura au sein de la France insoumise, et c'est d'abord pour lui qu'ils ont voté et non pas pour le candidat à la législative. Nouvel extrait. Quand il y a un dealer devant une maternelle, on va enlever la maternelle, on va la déplacer. Est-ce logique? J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'on va déplacer énormément de personnes au lieu de privilégier la sécurité de mamans qui amènent leurs enfants. Et par rapport à ça, on va déplacer les gens. Et ça choque personne. Maintenant, je vais parler des squatteurs. Un squatteur, il arrive, une dame de 70 ans qui n'est pas rentrée chez elle pendant une semaine parce qu'elle était hospitalisée. On va squatter sa maison. Et de là, elle va se retrouver à la rue parce que quelqu'un s'est permis de squatter sa maison. Et ce monsieur-là a tous les droits. Là, c'est encore un coup de gueule. Parce que j'ai été infirmière pendant des années, puisque je suis retraitée infirmière. Et quand je vois ce que je vois, c'est vrai que la Russie, voilà, ce que tu viens de dire par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est vrai que... on est tous inquiets. Mais moi, je suis inquiète par rapport à ce qui se passe en France. À quel moment on va nous privilégier, nous? J'ai vu sur BFM cette semaine un monsieur qui est producteur de noisettes. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai pas vu. Alors, ce monsieur, il est producteur de noisettes et en fait, il était face à Raphaël Glucksmann. Et Éric Zemmour est rentré après. Et là, il explique, ce monsieur, qu'il est producteur de noisettes et qu'il y a une espèce de... Vous savez, comme les punaises de lit, mais c'est des punaises qui rentrent dans la noisette et toute la production. Et en fait, ce pesticide permettrait que... voilà. Donc, dans toute l'Europe a accepté ce pesticide et en France, Glucksmann a refusé. Donc, c'est les seuls en France qui n'ont pas le droit d'utiliser ce pesticide, ce qui fait que les noisettes vont venir d'Espagne, d'Italie, c'est-à-dire de nos proches, de nos Européens. Et moi, si vous voulez, moi, à mon âge, jeune homme, mais ça me met en air tout ça. Ça me met en air. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Si. On peut se tutoyer ? Mais bien sûr. Tu viens de décrire, Anaïs, ce que je dénonce ici depuis si longtemps, c'est-à-dire on est dans un monde où moi j'ai l'impression un beau matin de m'être réveillé et d'être passé dans un monde parallèle, c'est-à-dire que le bon sens, nous l'avons perdu et toutes les valeurs sont inversées, c'est-à-dire que effectivement le coupable est victimisé et la victime est culpabilisée. Et en fait, tu viens d'en faire la démonstration. Que ce soit dans le squat ou que ce soit le producteur de noisettes, on se retrouve toujours dans des situations où c'est celui qui devrait être protégé qui ne l'est pas.
Mais Et l'école donc, maternelle, tu vois, l'école maternelle, juste et ça. pareil, mais pareil pour l'école maternelle, bien sûr. Le dealer, il a tous les droits. Donc le dealer, comme il est installé, on va déplacer la maternelle. Ah ben Ouais. évidemment, on va pas sortir une brigade pour dire oh, oh, oh. Nouvel extrait. Quel bilan tu tires des 8 ans d'Emmanuel Macron? Là, c'est une catastrophe, aussi bien en tant qu'économie, du point de vue de l'identité française, du point de vue de l'immigration, il y a rien qui va. Je veux dire, si on regarde l'état de la France il y a 8 ans et l'état de la France aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il y a sur un seul point sur lequel ça s'est amélioré, je tire mon chapeau, quoi. Moi, j'en vois pas. Et tu crois que c'est de la complicité ou de l'incompétence? Ben, il y a, je sais pas si tu connais le rasoir de Anne Lone qui dit qu'on peut pas mettre sur le dos de la malveillance ce qu'on peut mettre sur le dos de l'incompétence. Personnellement, je pense qu'il est trop intelligent pour n'être qu'incompétent. Je pense qu'il a des intérêts privés qu'il défend. Après, je vais peut-être verser dans le complotisme, mais je pense que c'est pas innocent. Je pense que il y a des lobbies qui sont puissants, qui sont derrière lui, qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, et que il leur rend l'appareil. Alors, quels seraient ces lobbies et comment l'aurait-il aidé à arriver au pouvoir? Quand on voit d'où il vient, quand on voit qu'il y a 600 milliards d'euros qui ont disparu des caisses de l'État pendant la crise Covid et que la Cour des comptes dit qu'il n'y en a que 200 milliards qui sont imputables au quoi qu'il en coûte, moi je me demande où sont passés ces 400 milliards en fait. Notamment McKinsey, ce genre de choses. Est-ce que quand tu dis qu'il est piloté, tu penses au World Economic Forum, des choses comme ça, ou tu penses plus au Young Global Leader? Enfin, je sais pas, tu as une idée derrière la tête, non? Oui, c'est toujours un peu du complotisme, mais je pense qu'il y a un projet de globalisation du pouvoir. C'est pas du complotisme, hein. Le World Economic Forum, ils ont un site internet. On voit qu'Emmanuel Macron y est reçu en grande pompe par Klaus Schwab qui le félicite sur ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, ça c'est au grand jour. Hein. Donc c'est même plus du complotisme, hein. C'est au grand jour, sauf que personne n'en parle. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien s'affranchir de nos principes démocratiques pour diriger. On voit que Madame von der Leyen n'a pas été élue par le peuple et pourtant elle prend des décisions au nom des États. Hein. Et je pense que ça c'est quelque chose qui plairait bien à ce genre de personnes d'avoir le pouvoir sans être soumis au vote du peuple. Au suffrage universel, oui. Voilà. Nouvel extrait. Donc, pour lui, le but, c'est de limiter la droite, le RN à Strasbourg. Mais pour moi, le rôle d'un maire, c'est pas totalement ça. C'est d'essayer de mettre de la sécurité dans sa ville et de... D'accord. Donc, en fait, il était du côté des antifas de gauche pour limiter l'expression des gens de droite. C'est ça? Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, lui, il dit qu'il est issu de l'immigration et que son but, c'est d'essayer de continuer à faire cette immigration en Alsace. Oui, Justement parce que pour lui, le RN et les racistes, il faut complètement essayer de les enlever de la France, justement pour qu'à un moment donné, les musulmans puissent vraiment arriver presque au pouvoir. Je pense que dans quelques années, c'est ce qui va arriver si on laisse trop, si on ne réagit pas tout de suite. Bien sûr, tu sais, c'est tout le logiciel de la gauche et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'en fait des candidats comme celui-là sont soutenus par la gauche et quand je dis la gauche, hein, je parle vraiment de tout le NFP désormais. Et le pire, c'est que les gens qui soutiennent de tels candidats, de tels projets, ce sont des gens qui demain seront débarrassés par ceux qu'ils ont promus plus tôt. C'est-à-dire qu'à l'instant où tu ouvres la porte à ce genre de candidats, on a vu un exemple aux États-Unis. Hein, il y a quelques mois, je vous avais passé un extrait d'un reportage vidéo d'une petite ville aux États-Unis dont, comment dirais-je, la communauté homosexuelle, la communauté gay de la ville avait aidé en fait le communautarisme musulman. Elle avait aidé à rentrer au conseil municipal, à faire campagne, etc. Et lorsque la majorité politique à la mairie de cette ville est devenue majoritairement musulmane, eh bien les musulmans se sont retournés vers ceux qui l'avaient mis au pouvoir. Ils ont interdit le drapeau LGBT, ils ont interdit la marche des fiertés, et ils ont interdit plein de choses en fait comment dirais-je, pro-LGBT, etc. C'est exactement ça que la gauche française est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle prône un danger, mais ce propre danger, c'est une bombe à retardement pour elle-même. C'est là où j'ai beaucoup de mal à les comprendre, en fait. Qu'ils soient immigrationnistes, à la limite, bon, ils sont soi-disant internationalistes.
Bon, ok, pourquoi pas. Mais de là, en fait, à appuyer le remplacement politico-religieux dont l'objectif final est une théocratie qui sera liberticide, moi j'ai beaucoup de mal avec ça et je crains que ce soit lié en fait à un intellect qui ne soit pas suffisant. Quand on entend des gens de gauche parler aujourd'hui, pas tous évidemment, mais bah, excusez-moi, mais ils ont pas de niveau. Tout à l'heure, je regardais Benoît Payan qui faisait un discours à Marseille là pour une marche au profit, on en parlera tout à l'heure, au profit de comment il s'appelle déjà, de Mehdi Kessassi qui a été assassiné. Mais écoutez-le, quoi. Ces gens de gauche, en fait, ils ont rien, ils sont creux, ils sont vides. Ils sont vides. Et donc, automatiquement, ils scient la propre branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis. C'est très inquiétant. Nouvel extrait. Est-ce que tu crois que Lisnard, quand il parle comme ça, quand il se met quand même beaucoup de gens à dos, malgré qu'il soit, Moi, écoute, je trouve bizarre que Lisnard soit médiatisé et sorte du bois comme ça 1 an et demi avant la présidentielle. D'un seul coup, il a des choses à dire. Bon, c'est très bien de l'écouter, c'est très bien de l'entendre, non, il mais sort bon, pas et du quand bois, il, Fred, quand il ça a, fait longtemps. non, Ça mais fait oui, longtemps. enfin, je suis d'accord, mais enfin bon, là, quand il parle du RN, bon, il est tout le temps en train de casser le RN. Si vraiment, et je vais te dire, je vais être honnête avec toi, qu'on soit des Républicains ou qu'on soit de Nouvelle Énergie, le parti de Lisnard, si vraiment ils se rejoignent sur l'essentiel, c'est-à-dire les points que tu as cités toi-même dans les 3 coups de gueule que tu as apportés, pardon, mais c'est les gens de droite qui peuvent régler ça, c'est certainement pas la gauche, puisque c'est la gauche qui a entraîné cette victimisation et ce droit de l'homisme exacerbé. Donc en fait, moi, aujourd'hui, la tête de proue, c'est Marine Le Pen. En tout cas, c'est le RN. Si tous ces gens-là veulent être crédibles, eh bien qu'ils s'unissent avec le Rassemblement national ou qu'ils s'unissent avec l'UDR d'Éric Ciotti s'il ne veut pas être collé au Rassemblement national. Mais s'ils se présentent, Anaïs, pardon, mais si les Républicains se présentent sous leur étiquette et qu'ils font miroiter un mandat de droite, ils mentiront. Je n'ai aucun doute là-dessus, puisque ça fait 40 ans que les Républicains nous font croire qu'ils sont de droite et quand ils sont au pouvoir, ils font du centre-gauche. Nouvel extrait. On a vu Gérald Darmanin avec ses nouvelles petites lunettes rondes, là, tout mignon, qui faisait la tournée des prisons pour dire en fait qu'il ramassait les smartphones et compagnie pour plus de discipline. Et en fait, on en est quand même arrivé. Moi, ça m'a choqué. Hein, on en est arrivé quand même à un ministre de la Justice qui fait qui fait de la communication devant des grands calicots avec le nom de l'opération. Je sais plus quel était le nom de l'opération avec le logo République française, etc. Juste pour dire, vous avez vu, on fait de la discipline dans les prisons. Mais t'as pas besoin de faire de communication de ce genre. Tu fais ton job, point. T'envoies un communiqué de presse, mais tu t'affales pas devant les caméras pour dire, vous avez vu, on a récupéré les portables, on fait ci, on fait ça. On s'en fout, en fait. On veut qu'il fasse. C'est pour ça que Gérald Darmanin, tout comme Bruno Retailleau d'ailleurs, quand il était au gouvernement, je m'en méfie comme de la peste parce que ce sont des carriéristes, des opportunistes et ce sont des gens qui usent avec abondance de trop de communication. Mais en fait, moi, j'ai pas envie qu'ils communiquent. Je veux qu'ils bossent. Parce que le fait qu'on soit arrivé en 2025 à faire une conférence de presse devant tous les journalistes, des grands calicots qui ont coûté un bras à produire pour dire, vous avez vu, on fait de la répression en prison, on récupère les smartphones alors qu'ils sont déjà interdits, bah moi ça me choque. Voilà, faites-le parce que de toute façon c'est la loi. On n'a pas besoin de faire de communication et de conférences de presse là-dessus. Faites-le. Voilà, ça devient épuisant cette communication à outrance qui ne sert plus à rien là. Comme on dit, trop de com tu la com. Bon.